Bonjour, bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois, en février 1934, à notre retour au château du Petit Plaisir, après notre angoissant séjour berlinois et notre rencontre avec l'abominable chancelier Hitler. Nous nous sentions inquiets au plus haut point pour le futur, car les tensions internationales ne faisaient que croître, et la situation économique ne s'améliorait guère. C'est pourquoi nous continuions d'héberger nos 5 familles dans le besoin, qui se démenaient tant qu'elles pouvaient pour ne pas être un poids trop lourd pour nous. Les pères de famille acceptaient n'importe quel emploi, tandis que les mères nous aidaient au château, notamment dans notre nouvelle activité de production de confiture. Cette dernière lubie de ma grand-mère Épiphanie, dont les neurones étaient toujours en ébullition malgré son grand âge, s'était révélée être une formidable idée. Épiphanie avait constaté que les gens, après les privations extrêmes de la crise, avaient envie de produits de qualité et authentiques. Elle avait immédiatement pensé à tous les fruits de notre verger qui suffisaient largement à nourrir la famille et dont nous faisions des confitures pour les 30 années à venir. Après être passé entre les mains de Sidonie et avoir mijoté dans d'immenses bassines en cuivre, les délicieuses cerises, pommes vanillées, poires, framboises et autres abricots sucrés comme le péché devenaient des confitures à se damner. Et ma grand-mère mit sur pied une petite entreprise pour vendre ces merveilles. C'est ma fille Flora qui avait dessiné les ravissantes étiquettes ornant les pots avec un coup de crayon et un sens de l'esthétisme remarquable pour une jeune fille de 15 ans. Lorsque des amis séjournaient au château, ils s'extasiaient au petit déjeuner et repartaient avec une dizaine de pots à chaque fois. Puis rentraient chez eux, ils les faisaient goûter à leurs amis qui se pâmaient à leur tour et nous passaient commande. Le résultat fut qu'en quelques mois, nos confitures devinrent célèbres en France, mais aussi à l'étranger, notamment outre-Atlantique, car Marmaduke en emportait à chacun de ses séjours et les faisait ensuite découvrir à ses amis texans ou new-yorkais. Tant et si bien que même le grand magasin Saks sur la 5e avenue à New York se mit à nous acheter en grande quantité nos confitures. Ce fut alors une aubaine pour nous d'avoir les 5 familles que nous logions à la maison, car nous avions sacrément besoin de bras supplémentaires pour cueillir, faire cuire, mettre en pot, étiqueter et envoyer nos délices là où on les réclamait. Tout le monde était content. Nous d'avoir cette aide formidable et les mamans des familles d'avoir enfin un travail rémunéré qui leur permettait de surcroît de rester au château auprès de leurs plus jeunes enfants. De mon côté, je dois dire que je mettais moins que les autres mon nez dans la fabrique des confitures, car plusieurs directeurs de théâtre parisiens m'avaient commandé des livrets pour des opérettes ou des comédies musicales. Le directeur du théâtre Mogador avait même fini par me convaincre de jouer et chanter dans l'une d'elles, intitulée Offenbach à Broadway. Je m'étais amusée à imaginer le génial Jacques Offenbach faisant un voyage dans le temps et découvrant la comédie musicale américaine dont ses célèbres opérettes étaient les ancêtres. Épiphanie, toujours elle, m'avait évidemment fourni moult anecdotes sur son Jaco, comme elle appelait le célèbre compositeur, puisqu'elle avait eu la grande chance dans sa jeunesse de chanter sous sa baguette. Je jouais le rôle d'Hortense Schneider, la célèbre cantatrice devenue la muse d'Offenbach, et malgré un trac abominable chaque soir avant de rentrer sur scène, je m'amusais comme une folle, d'autant plus que grâce au cours de chant quotidien avec ma grand-mère, ma voix s'était épanouie et, avec un manque total de modestie, je dois dire que le public me réservait un accueil formidable chaque soir, ce qui me grisait autant que le plaisir d'être sur scène. Toute la famille venait me voir aussi souvent que possible, et Saskia, ma petite artiste de 8 ans, passait sa vie entre les loges, la scène et la fosse d'orchestre, ne perdant pas une miette du spectacle. Si bien qu'au bout de 15 jours, le metteur en scène me proposa de lui donner un petit rôle de figurante, ce qui fit défaillir de bonheur ma princesse. Rocky, lui, du haut de ses 10 ans, arrivait à la caisse tous les soirs et demandait la recette comme s'il était le directeur du théâtre. Et lorsque par malheur il restait quelques places à vendre, il râlait en disant que la publicité n'était pas bien faite. La caissière en restait bouche ouverte à chaque fois. Flora, qui était devenue une vraie beauté, me causait un peu de soucis, car elle était hélas séductrice, comme je l'étais à son âge. Si ce n'était qu'à 15 ans, je me trouvais dans un couvent en temps de guerre, alors qu'elle se promenait sur les grands boulevards, le nez au vent, faisant trébucher les garçons qui la regardaient passer, époustouflés par son allure. Cela dit, le couvent et la guerre ne m'ayant pas empêché de tomber enceinte à 15 ans, de Flora précisément, je me disais qu'après tout, elle ne courait peut-être pas tant de risques que ça sur le boulevard Haussmann. D'autant plus que ma fille m'étonnait par sa force de caractère. Et j'avais d'ailleurs constaté qu'elle ne se laissait jamais détourner du but qu'elle s'était fixé, même lorsqu'un bel Adonis passait par là. Depuis le coup de foudre qu'elle avait eu à Grasse devant les roses et leurs parfums sublimes, lorsqu'elle n'était qu'une petite fille quelques années auparavant, son amour des fleurs ne s'était jamais démenti. Elle avait alors juré qu'elle fabriquerait des parfums plus tard, et lorsque Jules, le jeune fils d'Hélène, ma chère amie qui nous accueillait chez elle à cette époque, lui avait répondu que de son côté il deviendrait un né comme son père, Flora lui avait dit qu'elle l'épouserait et qu'ils travaillaient ensemble. Son coup de foudre pour le petit Jules semblait s'être un peu émoussé depuis qu'elle l'avait revu à l'âge de 13 ans. En effet, le jeune garçon était couvert d'acné et sa voix était en train de muer. Pas l'idéal romantique pour ma fougueuse Flora. En revanche, sa passion pour les fleurs et les parfums était intacte, et dans son cerveau germaient sans cesse de nouvelles compositions florales. De la même manière qu'elle avait réalisé l'étiquette pour nos pots de confiture, ma fille aînée dessinait sans cesse des flacons extravagants qui renfermeraient plus tard, elle en était certaine, les précieux jus qu'elle allait créer. Elle passait sa vie avec nos vieux jardiniers Gustave et Armand qui lui enseignaient tout ce qu'ils savaient sur les fleurs et leurs mystères.
De surcroît, à l'école, Flora s'appliquait particulièrement en mathématiques et sciences naturelles et elle m'avait supplié de lui offrir des cours particuliers de chimie. Est-ce qu'on peut refuser des cours particuliers de chimie à son enfant? Bref, tandis qu'elle suivait sa route fleurie et que sa jeune sœur Saskia perfectionnait ses pirouettes sur scène et que Rocky était quasiment prêt à donner des conseils aux banquiers de Wall Street, mes deux plus jeunes enfants traçaient eux aussi leur bout de chemin. Tao, mon petit Bouddha de 6 ans et demi, était toujours aussi placide et contemplatif, portant un regard curieux et bienveillant sur le monde qui l'entourait, mais semblant un peu détaché de la réalité. Je ne sais pas si la sagesse chinoise venant des ancêtres de son papa Kwon coulait dans ses petites veines, mais en tout cas, nul énervement ne venait jamais rider son front. En revanche, lui qui avait mis tant de temps à parler était à présent très bavard, il pouvait discourir sur des détails pendant des heures, mais toujours sur le même ton calme et tranquille qui avait le don d'apaiser tout le monde, voire de nous endormir carrément. En tout cas, il semblait heureux de vivre et toujours accompagné de son petit chien Oufti, qui ne le lâchait pas d'une semelle, il avançait à travers l'enfance tel un Confucius miniature. Enfin, ma petite dernière Kala, qui avait eu 4 ans au mois de mai 34, était en tout point une fille des îles, comme son père le beau Kanoa, mon adorable hawaïen de Biarritz avec lequel j'avais eu de tendres moments avant que ma passion pour Archie ne me reprenne entièrement. Kala avait une allure de reine et semblait glisser sur le sol au lieu de marcher. Tous ses gestes étaient emplis de grâce et son sourire, qui dévoilait ses petites dents de lait aussi blanches que des perles, faisait fondre quiconque la croisait. Elle aimait la nature, le soleil, le vent et la nudité. Probablement à cause de ses gènes hawaïens, porter des vêtements lui était insupportable. Or, s'il est facile de vivre à moitié nu lorsqu'on se trouve sur une plage de sable fin au milieu du Pacifique, c'est nettement moins évident quand on habite dans un château en Normandie où le thermomètre descend allègrement en dessous de 5 degrés en hiver. Mais Kala s'en fichait et poussait des hurlements dès qu'elle devait enfiler autre chose que le petit pagne en raffia offert par son papa lors de sa dernière venue en France, ce qui posait d'énormes problèmes, en particulier à l'école où les autres enfants l'appelaient la sauvage. Loin de vexer ou de blesser Kala, ce surnom la rendait très fière et elle poussait même un cri de guerre pour confirmer que c'était bien elle. Je me disais qu'un jour ou l'autre, il faudrait que je me décide à faire le tour du monde avec mes enfants pour rendre visite à leurs pères respectifs et leur faire connaître l'autre moitié de leurs racines. Il faudrait donc aller voir Marmaduke en Amérique pour Rocky, Sergei à Venise pour Saskia, Kwon à Shanghai pour Tao et Kanoa à Hawaï pour Kala. Quel voyage en perspective, il allait nous prendre au moins 6 mois. Mais je savais que je le ferais d'ici quelques années, car même si le gang des papas arrivait à venir au moins 2 ou 3 fois par an pour 2 semaines, mes enfants, j'en étais consciente, étaient tout de même curieux de connaître la vie de leur père dans leur pays. En attendant, à chaque fois que ma petite Kala venait au théâtre pour me voir jouer, ma mère avait toutes les peines du monde à l'empêcher d'enlever sa robe en plein parterre du théâtre Mogador pour effectuer une danse tribale assortie d'onomatopées gutturales devant les spectateurs médusés. Cette période, malgré ou peut-être à cause de la tension mondiale et de cette angoisse latente vis-à-vis du futur, était propice aux étincelles de joie et à l'amusement dès qu'on le pouvait. C'est pourquoi mon Offenbach à Broadway, qui faisait rire aux éclats les gens et leur donnait envie de chanter à tue-tête, connut un si grand succès qu'il resta à l'affiche plusieurs mois jusqu'à janvier 35. Et Amadeo dans tout ça. Eh bien, rentrant de Berlin, où il avait été lui aussi très secoué par ce qu'il avait vu et perçu, j'avais pris la décision de le quitter, car je m'étais rendu compte que ça n'était pas de l'amour que j'éprouvais à son égard, mais une sorte de tendresse pour cet homme-enfant, ainsi qu'une très grande admiration pour les créations géniales qui sortaient de son cerveau. En revanche, ces jeux sexuels dans lesquels j'avais l'impression qu'il m'utilisait pour faire des expériences comme avec des fioles de laboratoire m'avaient tant lassé qu'ils avaient irrémédiablement éloigné de moi tout désir pour lui. Amadeo, même s'il était souvent dans la lune, avait quand même une bonne intuition, et il avait fini par comprendre que la souris de son laboratoire érotique en avait ras-le-pompon. Il était donc devenu plus tendre et finalement une sorte de complicité amicalo-amoureuse nous unissait, ce qui me fit repousser notre séparation à plus tard, par confort certes, mais aussi parce qu'il me disait qu'il avait terriblement besoin de moi et puis que toute la famille l'adorait. Toutefois, son génie créatif allié à sa passion du corps féminin lui avait donné une idée que j'ai tout de suite trouvée fabuleuse. Amadeo adorait, comme beaucoup d'hommes, les bas de soie qui gainaient les jambes des femmes. Ces mêmes bas qui, pour nous, représentants du sexe féminin, étaient surtout source de complications, à cause de leur fragilité, de leur coût, du fait qu'ils avaient la fâcheuse tendance à vriller autour de la jambe et à être fort peu commodes dans la vie active. Je rappelle qu'à cette période, les pantalons n'existaient quasiment pas dans les garde-robes féminines, et hormis quelques aventurières, certaines ouvrières, quelques excentriques ou quelques aviatrices qui osaient en arborer, la jupe ou la robe était la tenue incontournable de la jante féminine, aussi peu commode soit-elle parfois. Or, mon cher Amadeo, après une observation minutieuse des bas de soie dans toutes les positions possibles et imaginables pour une paire de jambes, avait passé plusieurs nuits dans le laboratoire que nous l'avions installé au château. Et un matin, il en était ressorti, hirsute, épuisé, mais ravi, en criant « Eureka, mesdames! J'ai trouvé le matériau magique qui habillera vos jambes avec le plus grand confort, la plus grande solidité et la plus belle brillance. »
Puis, il s'était enfermé dans le bureau pour passer des coups de fil en Amérique, d'après ce que nous comprenions. Ensuite, il avait filé à la poste pour envoyer des télégrammes et n'avait réapparu qu'au dîner, surexcité et si impatient de nous raconter sa découverte et ses conséquences qu'il en bafouillait. Après avoir englouti 3 assiettes du hachis parmentier de Sidonie, il se calma enfin un peu et nous expliqua ce qu'il était en train de mettre au point. Il avait trouvé la composition chimique d'un matériau ultra résistant et d'une élasticité telle qu'il pouvait s'étirer jusqu'à devenir d'une finesse extrême comme les bas de soie. Si son idée parvenait à voir le jour, d'ici peu, toutes les jambes des femmes du monde entier seraient gainées par ce nouveau matériau qu'il prévoyait d'appeler le Zénon, en hommage à Mazéna, ma muse, me dit-il tendrement, ce que je trouvais adorable. Ensuite, il nous expliqua que la firme américaine, Dupont de Nemours, qui avait été créée au XIXe siècle par un chimiste français, l'avait contacté déjà plusieurs mois auparavant. En effet, Amadeo avait rencontré le directeur de cette énorme société lors d'une conférence sur la chimie à Paris, et ce dernier, très intéressé par ses idées de génie, lui avait proposé de rejoindre ses équipes de chercheurs afin d'inventer le monde du futur. Amadeo, ne se sentant pas les épaules pour assumer seul sa découverte, nous annonça qu'il avait recontacté les Américains en leur disant qu'il tenait un matériau révolutionnaire et en leur expliquant dans les grandes lignes de quoi il s'agissait. La réponse n'avait pas tardé, et la firme Dupont de Nemours lui proposait de prendre le premier bateau pour New York afin de les rejoindre. Mike, le mari de maman, qui avant de venir vivre au château avait été un avocat new-yorkais redoutable, mit tout de même Amadeo en garde en lui expliquant que toutes ces énormes firmes américaines étaient connues pour ne pas faire de sentiments et pour utiliser les gens à leur guise dès qu'il y avait du profit à faire. Et ma grand-mère Épiphanie d'en rajouter en suppliant Amadeo de déposer un brevet pour protéger son invention avant de partir là-bas. Mais ce dernier leur répondit qu'il était fatigué de toujours travailler seul dans son coin et qu'il avait envie depuis quelque temps de faire équipe avec d'autres chercheurs et de pouvoir s'appuyer financièrement sur une entreprise aux reins solides qui lui donnerait les moyens de faire toutes les expériences nécessaires à ses projets. Nous pouvions bien sûr comprendre cela. Toutefois, j'étais moi aussi inquiète de le laisser partir dans ce monde de requins, lui qui était souvent si désarmant de naïveté. Mais sa résolution était prise. Il partirait du Havre le surlendemain, ce qui fit pleurer à chaudes larmes les enfants, désespérés qu'une fois de plus l'homme qui partage ma vie s'en aille. Flora, en pleine rébellion adolescente, eut même des mots assez durs à mon égard, en me demandant ce que j'avais de si bizarre en moi pour faire fuir tous les hommes. Je n'osais pas lui répondre que malheureusement c'est toujours moi qui me lassais la première, à part avec Archie bien sûr. Amadeo, pour calmer tout le monde, promit qu'il reviendrait de New York avec Marmaduke pour la prochaine venue du gang des papas au château. Lorsque tout le monde fut enfin couché, nous nous retrouvâmes tous les deux dans la chambre. Et il m'expliqua que la fin de mon amour pour lui l'avait aussi poussé à prendre cette décision. Il avait besoin de s'affirmer ailleurs et de sortir de ce cocon familial exceptionnel qu'était le petit plaisir, mais dans lequel il n'avait pas réellement de place définie. Son discours me rendit très malheureuse, car j'aurais aimé que notre couple puisse durer, mais on sait bien que l'amour est enfant de bohème, qui n'a jamais connu de loi. Nous passâmes la nuit à discuter, à envisager son futur dans ce nouveau pays, ainsi que les débouchés extraordinaires que pourrait avoir son invention. Je ressentais son excitation face à cet avenir, et en même temps nous étions tous les deux d'une immense tristesse à l'idée de cette séparation qui était bien réelle cette fois-ci. Soudain nous réalisions que nous ne nous verrions plus pendant un temps probablement très long, malgré ce qu'Amadeo avait dit aux enfants pour les rassurer. Et tout à coup nous fûmes submergés par une urgence de nous étreindre, de nous aimer, de nous fondre l'un dans l'autre comme si c'était la première et la dernière fois. Nous fîmes l'amour comme jamais auparavant et ce fut un échange magnifique de corps et d'âme qui scella quelque chose d'unique entre nous. Le surlendemain, Amadeo embarquait pour New York. À son arrivée, il nous envoyait un télégramme pour nous dire que tout allait bien et qu'il prenait un autocar pour se rendre dans l'état du Delaware, à quelques heures de New York, là où était le siège de la firme Dupont de Nemours. Il terminait le télégramme en disant « Bientôt, toutes les femmes porteront des bas, en zénon, Mazéna », ce qui nous fit rire aux éclats. Mais son autocar eut un accident au bout de quelques kilomètres et prit feu. Amadeo, comme 10 autres passagers, perdit la vie dans ce pays, plein de promesses pour lui, et toutes ses notes et ses calculs partirent en fumée. Nous n'avons jamais su ce qu'il avait révélé de ses découvertes aux équipes du Pont de Nemours durant les conversations téléphoniques et les envois de courriers qui avaient précédé son départ. Mais quoi qu'il en soit, très peu de temps après, en février 1935, un chimiste de chez eux, Wallace Carothers, inventa un nouveau matériau révolutionnaire qui allait sublimer les jambes des femmes du monde entier et qui s'appellerait le nylon. Quant à moi, un mois plus tard, je ressentis la première nausée matinale, bien habituelle chez moi lorsque j'étais enceinte. Il avait suffi de cette nuit de tendresse absolue entre Amadeo et moi avant son départ. C'était à la fois un immense bonheur d'attendre un nouvel enfant et une immense tristesse de mettre au monde un petit orphelin de père. Car cette fois-ci, contrairement à ses frères et sœurs, son papa ne serait pas en Chine ou à Hawaï ou en Amérique, mais au paradis des chercheurs adorables et rêveurs. Oui, Archie. Oui, même si ça vous énerve, ça vous émeut quand même cette histoire. Vous l'aimiez bien, Amadeo, hein? Oui, moi aussi. Et il avait le même prénom que Mozart. Et rien que pour ça? Oui, Archie, rien que pour ça. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Una furtiva